être possible. Je voudrais également, je ne crois pas qu'il soit arrivé, mais saluer monsieur le maire qui nous a mis à contribution cette salle ce soir pour cette réunion publique. Je crois savoir qu'il n'est pas tout à fait de notre famille politique, mais je pense que ça rend encore plus respectable et admirable le fait d'avoir mis à contribution et à disposition cette salle, parce que c'est ça la démocratie, on n'est pas tous d'accord, mais c'est important de pouvoir faire vivre le débat démocratique entre eux. Évidemment, quand on a organisé cette réunion publique, quand on s'est mis d'accord sur la date de ces réunions publiques, on ne savait pas qu'elle allait se tenir au lendemain d'une journée qui est une journée historique. Vous savez, c'est la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement est renversé par une motion de censure, et ça a eu lieu hier, 62 ans après la première fois, c'était en 1962. Et hier, nous avons aussi battu en quelque sorte le deuxième record historique, puisque le gouvernement de Michel Barnier restera dans l'histoire, pour l'instant, peut-être jusqu'au prochain, comme étant le gouvernement qui aura eu une durée de vie la plus limitée. Et depuis le vote de cette motion de censure, on nous pose la question de savoir si le renversement, la chute du gouvernement Barnier, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes content de la chute du gouvernement Barnier? Évidemment que nous sommes contents de la chute du gouvernement Barnier. Évidemment que c'est une bonne nouvelle. Et ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour celles et ceux comme moi, comme un certain nombre de personnes, j'imagine, dans cette salle, qui, dès la mise en place du gouvernement de Michel Barnier au mois de septembre, disait que ce gouvernement était illégitime parce qu'il ne tenait pas compte et qu'il ne respectait pas le résultat des dernières élections législatives. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour nous, c'est d'abord une bonne nouvelle pour le pays. C'est d'abord une bonne nouvelle pour le pays parce que le vote de cette motion de censure, certes, fait chuter le gouvernement de Michel Barnier, mais avant cela, fait chuter le budget de la sécurité sociale que proposait Michel Barnier et son gouvernement. Or, ce budget de la sécurité sociale, il allait se traduire par des conséquences très concrètes dans les conditions de vie d'un grand nombre de personnes dans notre pays. Très concrètement, alors que la loi prévoit la revalorisation automatique sur la base de l'inflation de toutes les pensions de retraite au 1er janvier de l'année, le gouvernement de Michel Barnier s'apprêtait à ne revaloriser les pensions de retraite que sur la base de la moitié de l'inflation au 1er janvier de cette année. Et donc, en faisant tomber le budget de la sécurité sociale de Michel Barnier, on rétablit par là même la réindexation et la revalorisation des retraites sur l'inflation au 1er janvier de l'année. Et donc, ça va être un gain très concret en pouvoir d'achat pour l'ensemble des retraités de notre pays. Le budget de la sécurité sociale de Michel Barnier, il prévoyait aussi d'introduire, de soumettre à la CSG les apprentis à partir du moment où ils gagnaient plus de 50% du SMIC. Et donc, ça se traduisait par une baisse de pouvoir d'achat pour les apprentis dans ce pays à partir du moment où ils gagnaient plus de 50% du SMIC. Le budget de la sécurité sociale de Michel Barnier, il se traduisait par des économies dans le financement de l'hôpital public, dans le financement de la sécurité sociale, et notamment par le fait que vous alliez payer plus cher vos consultations médicales. Le budget de Michel Barnier, ou en tout cas les décrets qui étaient prévus pour accompagner le budget de la sécurité sociale de Michel Barnier, il se traduisait par le fait que les fonctionnaires, et ça a été dit avant moi, qui jusqu'ici, quand ils sont en arrêt maladie, ont un jour de carence, c'est-à-dire un jour qui n'est pas indemnisé pendant que vous êtes en arrêt maladie, le gouvernement de Michel Barnier, et notamment le ministre de la fonction publique, ou l'ex-ministre de la fonction publique que vous connaissez bien, puisqu'il est député de votre département, M. Casbarian, s'apprêtait à passer les jours de carence à 3 jours de carence, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire qui est en arrêt maladie n'aurait pas été indemnisé pendant son arrêt maladie pendant les 3 premiers jours de son arrêt maladie. Donc la première chose qu'il faut dire, très concrète, parce qu'on entend beaucoup de choses à la télévision sur le fait que si le gouvernement était renversé, ça allait être la catastrophe, que ça allait se traduire par des difficultés supplémentaires pour les Françaises et les Français. Factuellement, c'est faux. Au contraire,
en renversant le budget de la sécurité sociale, on protège le pouvoir d'achat des retraités, on protège le pouvoir d'achat des apprentis et on permet un nouveau budget de la sécurité sociale dans lequel nous allons pouvoir continuer à nous battre pour qu'on ait des financements de l'hôpital public et des financements de notre système de santé qui soient enfin à la hauteur des besoins, alors que l'hôpital public est sous-financé dans ce pays depuis des années et des années. Voilà la première conséquence concrète. Et évidemment, quand on fait tomber le gouvernement de Michel Barnier, on fait aussi tomber ses propositions en termes de budget de l'État. Je précise, peut-être tout le monde n'est pas au courant, à l'Assemblée nationale, chaque année, on vote deux budgets. Le budget de la sécurité sociale, celui dont je viens de vous parler, et le budget de l'État, qui organise la collecte des recettes de l'État, des impôts, des taxes, et la manière avec laquelle on organise la dépense publique, quels sont les moyens qu'on attribue aux différents ministères, quels sont les moyens qu'on attribue aux collectivités locales, etc. Évidemment, en faisant tomber le gouvernement de Michel Barnier sur le budget de la sécurité sociale, on met aussi un coup au budget de l'État que Michel Barnier s'apprêtait à faire passer et qui sans doute, on va voir si un nouveau gouvernement reviendra à l'Assemblée nationale d'ici la fin du mois de décembre, et c'est dans ce budget de l'État qu'il était par exemple prévu une augmentation des taxes sur l'électricité. M. Barnier dit « J'ai fait un effort, j'ai renoncé à l'augmentation des taxes sur l'électricité. » Mais c'est pas vrai. Il a renoncé à une partie de l'augmentation des taxes sur l'électricité qui était prévue. Mais dans le budget de Michel Barnier, les taxes sur l'électricité vont augmenter de 50%. Et ils viennent vous dire, et vous disent, mais monsieur Bompard, vous devriez être content, puisque Michel Barnier a renoncé à l'augmentation des taxes. Je dis, une fois à un journaliste sur un plateau de télévision, je lui dis, mais si je vous propose de vous mettre, sans violence, 3 gifles, et qu'à la fin je vous dis que finalement je vous en mets qu'une, vous n'allez pas me remercier. Et ce que nous avons proposé, nous, à l'Assemblée nationale, c'est précisément le fait que, alors que les factures d'électricité, elles ont augmenté de 40% ces dernières années, qu'il n'y ait pas d'augmentation tout court des taxes sur l'électricité. Or, le gouvernement de Michel Barnier s'apprêtait à augmenter les taxes sur l'électricité de 50%. Le gouvernement de Michel Barnier, dans son budget, s'apprêtait aussi à amputer un certain nombre de ministères de leur budget, et là aussi avec des conséquences très concrètes au quotidien. Ça a été évoqué là aussi avant moi, c'est par exemple le fait de supprimer 4000 postes d'enseignants supplémentaires. Ça, c'était dans le budget proposé jusque-là par le gouvernement qui vient de tomber. Mais aussi des choses dont peut-être on a moins parlé. Par exemple, le fait qu'on allait réduire les financements au programme de soutien à la rénovation thermique des logements. Alors que la rénovation thermique des logements, tout le monde sait que, en quelque sorte, c'est que du positif. C'est positif pour des gens qui habitent aujourd'hui dans des passoires thermiques et qui ont des factures énergétiques qui sont des factures énergétiques qui explosent parce que les logements sont mal isolés. C'est positif pour l'écologie parce que ça fait moins de gaspillage énergétique. C'est positif pour l'économie parce que vous avez tout un secteur, en particulier le secteur du bâtiment, avec des artisans qui vivent aussi du soutien public qui est apporté au programme de rénovation thermique des logements. Le gouvernement de Michel Barnier proposait de réduire les financements au programme de financement de la rénovation thermique des logements. Donc en faisant tomber le gouvernement de Michel Barnier, non seulement on fait tomber le budget de la sécurité sociale, mais on rend aussi plus difficile la possibilité pour ce gouvernement de passer en force un budget de l'État qui aussi, lui aussi, allait se traduire par des souffrances supplémentaires pour les Françaises et les Français. Donc oui, la chute du gouvernement de Michel Barnier, c'est une bonne nouvelle pour les Françaises et pour les Français. Et je vais profiter d'être devant vous ce soir pour vous dire de vous méfier sur les informations qu'on vous donne à la télévision, parce que depuis le début de la semaine, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Ah, si le gouvernement de Michel Barnier tombe, ça va être la catastrophe. Si le gouvernement de Michel Barnier tombe, les cartes vitales ne vont plus fonctionner, a dit une ministre, ce qui est complètement faux. Si le gouvernement de Michel Barnier tombe, vous allez payer plus d'impôts. C'est faux. Pourquoi disent-ils ça? Parce que normalement, dans le budget de l'État, chaque année, on réindexe les tranches de l'impôt sur le revenu, le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. De telle sorte que si les salaires augmentent,
l'inflation, à une personne qui était juste en dessous d'une tranche de l'impôt sur le revenu, même si son salaire augmente à un niveau équivalent à l'inflation, si on ne réindexe pas les tranches de l'impôt sur le revenu sur la base de l'inflation, alors c'est possible que parce que votre salaire a légèrement augmenté pour faire face et de manière comment dire, parallèle à la hausse des prix, il ne faut pas que vous passiez une tranche supplémentaire parce que sinon vous allez payer plus d'impôts. Donc oui, chaque année, les budgets de l'État réindexent le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Alors ils nous disent, oui, mais si le budget tombe, il n'y aura pas de réindexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Certes, pour l'instant. Mais vos déclarations d'impôts, vous allez les faire au mois d'avril, vous allez les faire au mois de mai, vous allez les faire au mois de juin. Et je pense que tout le monde ici espère quand même qu'on aura un budget pour ce pays au mois d'avril, au mois de mai ou au mois de juin. Et donc évidemment que dans le prochain budget de l'État, soit parce qu'il sera voté d'ici la fin de l'année, soit parce qu'il y aura ce qu'on appelle un budget rectificatif au mois de janvier ou au mois de février, évidemment, on remettra l'indexation du barème, des tranches du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Donc non, la chute du gouvernement de Michel Barnier ne va pas se traduire par le fait que les Françaises et les Français vont payer plus d'impôts sur le revenu. C'est totalement faux. De la même manière, on a entendu, ça va être la panique financière. Bon, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête. Pourtant, le gouvernement est tombé hier soir. Là aussi, j'ai entendu des choses extraordinaires pour vous faire peur. Pour essayer de nous dire, finalement, on a le choix entre la politique qui est proposée par Michel Barnier ou le chaos. Alors on nous a dit, oui, la France emprunte d'ores et déjà, parce qu'il y a une panique sur les marchés financiers, la France emprunte au taux de la Grèce, on nous a dit. Parce que dans la tête des gens, la Grèce, on se rappelle de la crise financière qui a eu lieu il y a quelques années, dans laquelle la Grèce empruntait à des taux de 20%, de 25%, de 30%. Bon. Alors on nous pose la question, on nous dit, mais alors comment vous allez faire, puisque la France emprunte déjà au niveau du taux de la Grèce? Alors, vous posez la question aux journalistes en face de vous, mais est-ce que vous savez à combien emprunte la France et est-ce que vous savez à combien emprunte la Grèce aujourd'hui? Or la Grèce emprunte à 3%. Et la France, elle emprunte en ce moment à peu près à 2,9%, c'est ce qu'on appelle les obligations sur 10 ans. Les taux d'intérêt auxquels emprunte la France cette année sont inférieurs aux taux d'intérêt auxquels la France a emprunté l'année dernière. Donc essayez de nous faire croire que ça va être la panique financière, parce que le gouvernement de Michel Barnier serait renversé, et parce qu'on ne veut pas de son budget, ou parce qu'on ne veut pas de son budget de la sécurité sociale, c'est une manière de mentir aux Français, c'est une manière d'essayer d'empêcher qu'on puisse avoir un débat qui soit un débat loyal, démocratique, sincère, entre les différentes options politiques qui sont sur la table. Donc je vous rassure, le gouvernement de Michel Barnier est tombé et la France ne sera pas en faillite demain. Il y aura un autre gouvernement et aura la possibilité de... On m'a dit aussi, dans le budget, et ça fera la transition ou référence à la première intervention qui a eu lieu tout à l'heure, on m'a dit, dans le budget, il y a des mesures en faveur de l'agriculture. Et si vous faites tomber le budget, alors vous allez pénaliser nos agricultrices et nos agriculteurs. En vérité, les mesures qu'il y a dans le budget de Michel Barnier sur l'agriculture sont des exonérations de cotisations sociales pour une catégorie précise d'agricultrices et d'agriculteurs et des prêts qui sont des prêts attribués par la puissance publique à certains agriculteurs. Donc je rassure, sans budget de Michel Barnier, on peut tout à fait faire des prêts aux agricultrices et aux agriculteurs. Mais pour le reste, le problème en matière d'agriculture du budget de Michel Barnier, c'est pas vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est surtout ce qu'il n'y avait pas. Parce que le budget de Michel Barnier, c'était 8% de baisse des crédits du ministère de l'Agriculture. Parce que l'année dernière, au début de l'année, le président de la République, Emmanuel Macron, après la première mobilisation des agricultrices et des agriculteurs, a pris la parole suite à une proposition que nous avions faite, les insoumis à l'Assemblée nationale, et que nous avions échoué à faire voter à l'Assemblée nationale de 6 voix. Et il a dit, je suis favorable à l'introduction de prix planchers pour les agricultrices et les agriculteurs, c'est-à-dire de prix qui permettent de protéger les agriculteurs des stratégies de pression à la baisse des prix d'achat de la part des centrales d'achat et de la grande distribution. Ces annonces, il les a fait au moment du salon de l'agriculture, c'était au mois de mars dernier. Depuis, il n'y a rien qui a bougé sur le sujet. Il n'y a aucune mesure
de prix minimum rémunérateur pour les agriculteurs qui ont été mises en place. Il n'y a eu aucune mesure d'encadrement des marges de la grande distribution qui ont été mises en place. Donc aujourd'hui, si les agricultrices et les agriculteurs sont dans une situation difficile dans notre pays, s'ils n'arrivent pas à vivre de leur travail, ce qui devrait quand même être la base, c'est d'abord parce qu'ils sont soumis à des logiques de rapacité, d'intermédiaires, de centrales d'achat, de grande distribution, qui s'en mettent plein les poches, sur le dos des consommateurs et sur le dos des agriculteurs. Rien n'a été fait pour introduire des prix garantis minimum. Rien n'a été fait pour introduire des prix rémunérateurs pour les agricultrices et les agriculteurs. Et ce n'est pas le gouvernement de Michel Barnier qui peut le mettre en place, puisqu'il les combat, puisqu'il combat ces mesures, parce qu'en vérité, il protège la centrale d'achat et il protège la grande distribution, il protège leurs marges et il protège leurs actionnaires. La réalité aujourd'hui, c'est que l'agriculture française, elle ne souffre pas du fait qu'il y ait des réglementations environnementales ou écologiques ou qu'on interdise d'utiliser tel ou tel pesticide. L'agriculture française, elle souffre de la cupidité des actionnaires de la grande distribution, des marges de la grande distribution qui se traduisent par une pression inacceptable sur les agriculteurs qui travaillent toute la journée et qui n'arrivent pas à vendre leurs produits à des prix qui leur permettent tout simplement de vivre dignement. Et l'agriculture française, elle souffre aussi la concurrence déloyale qu'on inflige aujourd'hui aux agriculteurs français. Et après, il ne faut pas s'étonner que vous avez des gens qui vous disent « Ah oui, mais moi, on me dit que je ne peux pas utiliser ce pesticide en France, mais on fait venir sur les marchés en France des produits qui viennent d'un autre pays, dans l'Union européenne ou même en dehors de l'Union européenne, et eux, ils ont le droit d'utiliser ce pesticide, et donc forcément, eh ben, il y a une concurrence qui est une concurrence déloyale. Et les produits qui arrivent ailleurs et qui utilisent des produits qui sont interdits en France, eh ben forcément, ils arrivent ici et forcément, ils arrivent à des prix qui sont des prix moins chers. Donc le deuxième fléau duquel souffre aujourd'hui l'agriculture française, c'est le libre-échange. C'est la multiplication des accords de libre-échange. C'est le fait de ne pas être capable de dire que des productions qui sont faites ailleurs en Europe en utilisant des pesticides qui sont interdits en France ne devraient pas avoir le droit de rentrer en France. Que si on protège notre population, d'ailleurs nos agriculteurs en premier lieu, parce que c'est ceux qui souffrent le plus de l'utilisation de produits qui parfois sont dangereux pour leur propre santé, mais si on le protège, et on a raison de protéger notre population et nos agriculteurs de ces produits, mais alors on doit faire en sorte de ne pas importer des produits qui utilisent ces pesticides qui sont interdits en France. Et ça existe, ça s'appelle la clause de sauvegarde sanitaire. On l'a déjà utilisée en France et vous aviez jusqu'à hier un gouvernement qui refuse de l'utiliser. Et aujourd'hui on apprend que Mme von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, s'apprête à conclure dans le dos des populations, en particulier dans le dos de la population française, l'accord de libre-échange avec le Mercosur. C'est dans tous les tout prochains jours que Mme von der Leyen s'apprête à annoncer la conclusion de cet accord. Et là aussi, on nous a bien pris pour des imbéciles. Parce que la semaine dernière, il y a 10 jours, à l'Assemblée nationale, on nous a promis un débat avec un vote sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Et à l'époque, nous on a dit il y a une entourloupe qui se prépare. Parce qu'on a demandé à M. Barnier, qui était à l'époque Premier ministre, on lui a dit est-ce que vous allez nous faire voter sur le refus de l'accord de libre-échange ou est-ce que vous allez nous faire voter sur le refus de l'accord de libre-échange avec le Mercosur en l'état? Et Mathilde Panot, qui a rencontré Michel Barnier la veille de ce débat, elle lui a posé la question. Michel Barnier lui a dit non, on va vous faire voter sur le refus de l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Et puis, le moment du débat, vous avez un ministre qui prend la parole et qui dit nous sommes opposés à l'accord de libre-échange avec le Mercosur en l'état. Mais par contre, si on arrivait à introduire à l'intérieur de cet accord de libre-échange ce qu'on appelle des clauses miroirs, alors peut-être qu'on pourrait finalement accepter l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Les clauses miroirs, c'est l'idée qu'on ne pourrait pas théoriquement faire venir des produits, en l'occurrence du Mercosur, qui ne respecteraient pas un certain nombre de normes européennes. Les études qui ont été faites, y compris par la Commission européenne, démontrent que nous sommes totalement incapables de vérifier l'application
de normes européennes dans la production en Argentine ou au Brésil. Que nous n'avons pas les moyens du tout pour vérifier si ces clauses miroirs étaient effectives. Ces clauses miroirs, c'est une illusion d'optique pour essayer de faire accepter au peuple français un accord de libre-échange avec le Mercosur que le peuple français ne veut pas. Et donc, je dis ça parce qu'il y a sans doute des gens de toute famille politique ici. Mais faites attention, quand vous allez voir vos élus, ne leur demandez pas seulement s'ils ne sont pas d'accord avec l'accord de libre-échange en l'état. Demandez-leur s'ils sont prêts à s'opposer à l'accord de libre-échange avec le Mercosur, tout court, avec ou sans clause miroir. En tout cas, nous les Insoumis, nous avons été clairs sur ce sujet. Nous sommes opposés à l'accord de libre-échange avec le Mercosur, tout court, avec ou sans clause miroir. Et prenez garde parce que ça ne sera pas le cas de tout le monde dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Madame von der Leyen veut conclure l'accord de libre-échange avec le Mercosur. La France doit dire non. La France doit dire il n'en est pas question. La France doit dire cet accord de libre-échange avec le Mercosur, il ne s'appliquera pas en France parce que la population française ne le veut pas, tout simplement. Vous voyez, ça c'est plus important pour l'agriculture française que les quelques mesurettes qui étaient dans le budget de Michel Barnier, gouvernement que nous avons fait tomber hier. J'ai entendu beaucoup de choses sur le fait que si le gouvernement de Michel Barnier est tombé, ça allait être la catastrophe. Non, ce n'est pas la catastrophe. Certes, on ne va pas raconter d'histoire, ça produit une situation qui est une situation d'instabilité. On se pose la question de savoir, maintenant, s'il va y avoir un nouveau gouvernement, si ce nouveau gouvernement va durer une semaine, un mois, 3 mois. On se pose forcément cette question. Et oui, bien sûr, ça peut inquiéter certaines personnes. Parce que, évidemment, qu'un pays comme la France, il a besoin d'un gouvernement. Parce que, évidemment, il y a des choses à faire importantes. Et que sans gouvernement, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. La première question que je pose, c'est à qui la faute? Qui a décidé, par surprise, de dissoudre l'Assemblée nationale au lendemain des élections européennes? C'est le président de la République, Emmanuel Macron. Qui, après les élections législatives, alors que le nouveau Front populaire disposait du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, certes n'avait pas de majorité absolue, on n'a jamais prétendu l'inverse, mais disposait du plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale parmi les coalitions qui s'étaient présentées unies devant les électrices et les électeurs. Qui a décidé d'inventer une nouvelle règle qui n'existe nulle part dans nos institutions, qui consistait à dire qu'on ne nomme pas le vainqueur de l'élection législative, mais qu'on nomme un gouvernement sur la base d'une hypothèse de la possibilité que ce gouvernement ne soit pas censuré dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Emmanuel Macron a inventé une nouvelle règle qui n'a jamais été appliquée nulle part. Et peut-être qu'on peut regarder quand même ce qui s'est passé depuis. M. Macron a dissous l'Assemblée nationale en disant « Je dissous l'Assemblée nationale parce que je crains de ne pas pouvoir avoir un budget à la fin de l'année. » Au mois de juin. Ensuite, M. Macron a dit « Je ne nomme pas Lucie Castet, qui est la candidate proposée par le nouveau Front populaire pour gouverner, parce qu'elle risque d'être censurée, et alors nous n'aurions pas de budget d'ici la fin de l'année. » Excusez-moi, il a nommé M. Barnier, M. Barnier vient de tomber. La responsabilité de la situation d'instabilité politique que connaît notre pays aujourd'hui, elle incombe à une seule personne. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui a perdu les élections européennes, qui a perdu les élections législatives, mais qui s'accroche au pouvoir et qui refuse de permettre qu'une autre politique puisse être mise en œuvre dans notre pays, alors que c'est la volonté qu'ont exprimé majoritairement les électrices et les électeurs. Et donc, si vous voulez sortir de la situation d'instabilité politique dans laquelle Emmanuel Macron a mis notre pays, alors nous assumons, nous, de dire qu'il doit lui en assumer la responsabilité. Et que quand on a une situation de blocage politique comme celle qu'on a sous les yeux aujourd'hui, alors, dans une démocratie, quand il y a une situation de blocage, on se retourne devant le souverain, ce sont les électrices et les électeurs, et on leur dit, tranchez la question politique. Choisissez l'orientation politique que vous voulez que le pays prenne dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et c'est la raison pour laquelle nous disons, les Insoumis depuis hier, mais nous ne sommes pas les seuls, j'y reviendrai, mais de plus en plus de personnes disent la même chose que nous. Nous disons, on ne va pas vivre au gré des Michel Barnier. Combien faudra-t-il de Michel Barnier jusqu'à la prochaine dissolution de l'Assemblée nationale? Imaginez les conséquences que ça a sur la
possibilité pour les Françaises et les Français de se projeter sur notre capacité à répondre à des aspirations qui sont urgentes, on en avait parlé tout à l'heure, les déserts médicaux, les conditions de travail et les rémunérations des fonctionnaires, des salariés du privé, l'augmentation du SMIC, l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. On ne pourra rien faire de tout ça parce qu'on sera suspendu à l'instabilité dans laquelle le président de la République nous a enfoncés. Donc il doit en assumer la responsabilité. La responsabilité, ça passe par son départ et par l'organisation d'une nouvelle élection. On nous dit, oui, vous voulez assumer, vous voulez ajouter du bordel au bordel, du chaos au chaos. Non. On est une grande démocratie, la France, on est capable d'avoir une élection. C'est pas du chaos. On est capable d'avoir une élection, il y a des candidats, ils proposent chacun un projet politique pour le pays, les Français, ils tranchent. Et une fois que les Français, ils ont tranché, ils donnent un cap politique. Alors certes, je sais, il y aura une Assemblée nationale qui restera sans doute une Assemblée nationale dans laquelle ça sera difficile de faire voter des propositions. Je dis plusieurs choses sur ce sujet. D'abord, s'il y a une élection présidentielle anticipée et qu'il y a une nouvelle force politique qui remporte cette élection présidentielle avec un programme politique qui bénéficie de la légitimité que lui donne le peuple français, alors ça sera quand même extrêmement difficile pour les députés à l'Assemblée nationale de ne pas en tenir compte. Et si à la fin on est bloqué parce que certains décident effectivement de s'opposer au choix souverain qui aura été fait par le peuple français, alors nous avons toujours la possibilité, jusqu'au moment où nous pourrons faire une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, d'organiser sur un certain nombre de sujets des référendums, si c'est la seule manière avec laquelle nous pouvons faire avancer le pays en attendant le moment où nous pourrons faire une prochaine dissolution. Et par rapport à certains, et je ne suis pas là pour polémiquer, mais qui disent « mais non, l'élection présidentielle ne changerait rien », je les appelle à un petit peu de cohérence. On ne peut pas passer une grande partie de ces interventions à la télévision, à l'Assemblée nationale, à dire le responsable de toutes les difficultés, c'est le président de la République, et à la fin de dire que le départ du président de la République ne réglerait pas les problèmes dans lesquels est aujourd'hui le pays. Oui, le président de la République a une responsabilité majeure dans les problèmes que rencontre le pays, et oui, il doit partir pour permettre justement au pays de prendre un autre chemin. Sinon quoi? Sinon, il peut aussi prendre acte enfin du résultat des élections législatives et proposer au nouveau Front populaire de constituer un gouvernement. Nous y sommes prêts. Nous avons fait une proposition sur ce sujet au mois de juillet. Nous avons une candidate pour cela. Nous avons un programme que nous avons présenté devant les électrices et les électeurs pour cela. C'est vrai, nous n'avons pas de majorité absolue. Mais nous pouvons, sur un certain nombre de sujets, gagner des majorités à l'Assemblée nationale pour accompagner des propositions de loi que nous déposerions, qui pourraient parfois être amendées et qui pourraient être votées par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Sur les déserts médicaux, il y a eu un travail qui a été fait par des députés de différents groupes politiques pour dire on va réguler l'installation des médecins, pour favoriser l'installation des médecins dans les déserts médicaux. Et les gouvernements précédents, celui de Mme Borne, celui de M. Attal, celui de M. Barnier, s'y sont toujours opposés. Et pourtant, c'est une proposition qui, si elle était soumise au vote de l'Assemblée nationale, serait majoritaire. Donc, évidemment que le nouveau Front populaire, si le président de la République daignait enfin sortir du déni et reconnaître le résultat des élections législatives, évidemment que le nouveau Front populaire serait aussi en capacité de gouverner immédiatement. Mais comme je vois qu'il s'accroche à sa politique, comme je vois qu'il envisage au contraire, après avoir nommé comme Premier ministre une personne issue d'une formation politique qui est arrivée dernier, donc 4e des dernières élections législatives. On parle dorénavant de noms, parce que je vois comme vous les listes des noms qui sont annoncés, qui seraient des gens qui ont été ministres d'Emmanuel Macron, qui... on parle de M. Lecornu, moi j'ai pas d'animosité personnelle pour les uns ou pour les autres, c'est pas le sujet, c'est la politique qu'il propose de mettre sur la table. Mais on parle d'une personne qui est ministre depuis 7 ans d'Emmanuel Macron, et on va nommer comme Premier ministre quelqu'un qui est ministre depuis 7 ans sous Emmanuel Macron, alors qu'Emmanuel Macron a perdu les élections européennes et qu'il a perdu les élections législatives. Et je vais sur un plateau de télévision et on me dit « Ah, vous devriez être content, puisque la dernière fois vous n'étiez pas content que ce soit M. Barnier
Parce que vous disiez qu'il avait un petit groupe, là on va nommer quelqu'un qui a un groupe plus important. Ah oui, bon, à la fin on a nommé le 4e de l'élection législative. Maintenant on va nommer le 3e de l'élection législative. Vous devriez être content. Bon. Je dis ça un peu en rigolant, mais c'est en vérité pas très drôle parce qu'on est dans une démocratie. Et dans une démocratie, normalement quand on vote, bah à la fin le résultat de l'élection il doit se traduire par un changement d'orientation politique. Et donc je vois bien qu'Emmanuel Macron a l'intention, sans doute, je ne sais pas, il est en train de parler ce soir, on verra si je devine bien ou je lis bien dans ses pensées, mais de nous faire encore patienter quelques jours pour finalement à la fin trouver une nouvelle construction baroque avec un nouveau Premier ministre issu de son camp et qui s'inscrira à nouveau dans la continuité de la politique d'Emmanuel Macron, alors que précisément les électrices et les électeurs, certes parfois avec des motivations différentes, mais ils ont demandé la rupture avec cette politique. Et donc, ce gouvernement, s'il est mis en place, il subira le même sort que le gouvernement précédent, c'est-à-dire que tôt ou tard, il sera censuré parce qu'il ne dispose pas d'une majorité à l'Assemblée nationale. Et alors, on reviendra à nous dire que ça va être le chaos, qu'on est obligé d'accepter ce que fait ce gouvernement. Stop, il faut sortir de cette spirale. Et la manière de sortir de cette spirale, c'est reprendre un moment de refondation politique du pays, s'adresser au peuple, dire voilà, il y a différents projets politiques qui sont sur la table. Allez-y, tranchez. Simplement. Alors on me dit, oui, mais vous dites ça parce que vous ne voulez pas faire de compromis. Mais pour faire des compromis, il faut être deux. Bon, à l'Assemblée nationale, M. Barnier, il est arrivé en disant, j'ai un projet de budget, il faut faire 60 milliards d'euros d'économie. Bon. On l'a dit, c'est peut-être pas le bon chiffre, mais d'accord. Partons du budget proposé par M. Barnier. Puis après, on a fait notre travail de parlementaire. On a déposé des amendements. Et M. Barnier, il a dit 60 milliards, mais c'est pas discutable, ça sera 40 milliards de coupes dans la dépense publique et 20 milliards d'euros de nouvelles recettes. Ah bon? Nous, on pense qu'il ne faut pas faire comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a déposé des amendements pour modifier le budget. Et on a proposé des amendements pour créer de nouvelles recettes. Parce que si on crée de nouvelles recettes, ça permet d'éviter les coupes dans les budgets dont je vous ai parlé tout à l'heure, éventuellement y compris de dégager des marges de manœuvre budgétaires supplémentaires pour faire des investissements dans le développement de nos services publics, dans nos systèmes de santé, dans l'éducation nationale. On prend ces exemples-là, dans la transition écologique, il y en a plein d'autres. Donc on dépose des amendements. On arrive à faire voter ces amendements par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. À la fin de l'examen budgétaire, on avait 75 milliards d'euros de recettes nouvelles. Il avait demandé 60 milliards d'euros d'économie, on avait 75 milliards d'euros de recettes nouvelles. Ça veut dire qu'on pouvait faire les 60 milliards qu'il demandait, mais en plus on avait 15 milliards d'euros de plus pour réinvestir dans un certain nombre de budgets. M. Barnier, les députés du camp présidentiel, s'allient avec les députés du Rassemblement national à l'époque pour balayer le budget que nous avons modifié. Et puis après, M. Barnier revient devant l'Assemblée nationale, il prend tous nos amendements, tous ceux qui ont été votés par une majorité de députés à l'Assemblée nationale, et il les jette à la poubelle. Sur la base d'un argument que vous avez tous entendu, le nouveau Front populaire, dans lequel il y avait une complicité des macronistes et du Rassemblement national, dans une forme de propagande totalement folle, qui consistait à dire mais le nouveau Front populaire, il veut taxer tout le monde, il va augmenter les taxes sur tout le monde, etc. Je vous donne juste deux exemples de ces amendements pour mettre un terme, je l'espère, à cette propagande. Premier amendement que nous avons proposé, c'est ce qu'on appelle la taxe Zuckman sur les milliardaires. Ça concerne 147 personnes en France, qui ont un patrimoine supérieur à 1 milliard d'euros. La proposition, elle n'est pas non plus... c'est 32% du patrimoine des milliardaires. Ça va. Donc vous avez plus d'1 milliard d'euros de patrimoine, 2%, vous devriez pouvoir vous en remettre. En tout cas, vous êtes d'accord, on peut être d'accord, mais on ne peut pas dire que c'est une mesure qui va frapper tous les Français. Précisément, ça concerne 147 personnes. C'est comptabilisé, le gouvernement a les mêmes chiffres que nous, non, ça ne touche pas tout le monde, et je crois qu'il n'y a personne dans cette salle qui serait concerné par cette disposition. Bon. Deuxième mesure que nous avons proposée, celle-là, elle permet de faire rentrer 14 milliards d'euros de recettes nouvelles. Deuxième mesure que nous proposons, ce qu'on appelle la taxe Zuckman aussi, c'est l'économiste Gabriel Zuckman qui a travaillé sur ces dispositifs, la taxe Zuckman pour permettre un juste paiement de l'impôt.
Ça s'appuie sur l'idée que vous avez aujourd'hui, pour les entreprises, ça s'appuie sur l'idée que vous avez aujourd'hui des grandes entreprises en France, vous les connaissez comme moi, qui utilisent des techniques d'optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'elles réalisent une partie significative de leur chiffre d'affaires en France, mais elles payent quasiment 0 impôt en France. Et on connaît les méthodes pour ça. Il y a notamment une méthode connue, c'est ce qu'on appelle la technique des prix de transfert. C'est-à-dire vous êtes un grand groupe, X, pour pas nommer directement quelqu'un, et puis vous allez créer une filiale X siège, vous allez l'implanter au Luxembourg, et puis c'est X siège qui détiendra la marque X, et quand vous allez ouvrir une boutique de la marque X, bah, vous allez devoir payer une franchise à X siège pour louer l'utilisation de la marque, et donc une partie du chiffre d'affaires que vous allez avoir réalisé en France, vous allez le transférer comme ça au Luxembourg. Ça ne sera pas déclaré dans le bénéfice de votre entreprise, parce que ça sera un paiement, mais ça sera déclaré dans le bénéfice de l'entreprise qui est au Luxembourg. Et comme au Luxembourg, ils vont payer beaucoup moins d'impôts sur les sociétés qu'en France, eh ben, c'est une manière de ne pas payer la juste part d'impôt par rapport au chiffre d'affaires là où il a été totalement réalisé. J'espère que je suis clair dans mon explication. Bon. C'est quoi la proposition que nous avons faite sur la taxe Zuckman sur les entreprises? C'est une manière très simple de voir les choses. On prend le pourcentage du chiffre d'affaires qui est réalisé en France au niveau du groupe, c'est-à-dire il y a un groupe mondial, on regarde quel est son chiffre d'affaires mondial, on regarde quel est son chiffre d'affaires en France, on regarde quel est le pourcentage du chiffre d'affaires qui est réalisé en France. Ensuite, on prend les bénéfices déclarés en France et les bénéfices déclarés au niveau mondial. On regarde le pourcentage. Et s'il y a une différence de pourcentage entre les deux, ben c'est qu'il y a un problème. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben on demande à l'entreprise de payer la différence en France. Ce n'est pas une mesure scandaleuse de juste demander à des entreprises de payer l'impôt là où elles réalisent leur chiffre d'affaires. Ça, c'est une mesure, ça se budgète à 26 milliards d'euros. Si vous faites la taxe Zuckman sur les milliardaires, je prends juste 2 exemples parce que je ne veux pas vous noyer dans les détails budgétaires, mais si vous prenez juste la taxe Zuckman sur les milliardaires et la taxe Zuckman sur les entreprises, c'est 40 milliards d'euros, c'est les 2 tiers de l'effort que demande Michel Barnier. Pourquoi on ne peut pas discuter de ces mesures-là? Ils les balayent, il n'est pas possible de le faire, ils répondent avec des arguments de mauvaise foi, mais vous allez frapper tous les Français, vous avez une folie des taxes, vous voulez taxer tout le monde, etc., etc., etc. Je vous ai présenté précisément les 2 dispositifs dont je vous ai parlé. Qui peut dire honnêtement et sincèrement que ce sont des mesures qui vont taxer tous les Français ou toutes les Françaises? C'est pas vrai. C'est juste un mensonge. Ils balayent tout ça d'un revers de la main. 0 compromis. Ils ne vont en faire aucun, avec personne. La semaine dernière, dans notre niche parlementaire à l'Assemblée nationale, on décide d'inscrire à l'ordre du jour l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. La niche parlementaire, j'explique, c'est la journée dans l'année où les groupes d'opposition peuvent décider des textes qu'ils veulent inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. On a eu une journée par an. On décide de mettre en premier texte l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Les macronistes étaient minoritaires, ils le savaient. Ils allaient perdre. Au lieu de nous laisser voter sur le sujet, ils déposent des amendements, 1000 amendements, parce que le principe d'une niche parlementaire, c'est que ça commence à 9h, et qu'à minuit, vous avez fini ou vous n'avez pas fini l'examen du texte, ça s'arrête, c'est fini. Vous n'êtes pas allé au bout du texte, ça tombe et vous rendez-vous l'année prochaine pour votre prochaine niche parlementaire. Ils déposent 1000 amendements. Et forcément, avec 1000 amendements dans une journée, il faut 2 minutes pour présenter un amendement, 2 minutes de réaction, 2 minutes du gouvernement, vous pouvez faire le calcul, ça ne rentre pas. Et donc à la fin, ils nous empêchent de voter un texte sur lequel pourtant l'Assemblée nationale était majoritaire, qui permettait d'abroger la retraite à 64 ans d'Emmanuel Macron et de revenir à l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Et ils viennent me dire, oui, mais vous aussi, vous avez fait de l'obstruction parlementaire. C'est vrai, moi j'assume. Pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, le gouvernement voulait faire passer sa loi, elle était rejetée par 90% des actifs, il y avait des millions de personnes dans la rue, et oui, notre devoir en tant que député, c'était d'utiliser tous les moyens à notre disposition pour empêcher que ce texte soit voté. C'est la différence. C'est que quand nous nous sommes battus pour empêcher l'adoption de la proposition de loi sur les retraites, nous avions un mandat populaire pour le faire, nous le faisions au nom d'une très large majorité des Français qui ne voulaient pas que ce texte soit voté. Et la deuxième différence
c'est que nous sommes un groupe d'opposition, et que l'obstruction parlementaire, ça existe, mais c'est un contre-pouvoir. Pourquoi? Parce que le gouvernement, lui, il peut ouvrir des jours l'examen de ces textes de loi tant qu'il en veut, alors que nous, on a une journée dans l'année. Alors quand j'entends dire « vous ne voulez pas de compromis », alors qu'en face, vous avez quelqu'un qui fait des compromis avec personne, qui refuse que l'Assemblée nationale puisse voter, même quand elle est majoritaire, pour revenir sur une réforme qui a été combattue par une immense majorité des Français, qui a vu dans la rue des manifestations parmi les plus puissantes de ces 50 dernières années, qui rencontrait l'opposition de l'ensemble des organisations syndicales, et qui n'a même pas été votée à l'Assemblée nationale, puisqu'elle est passée en force par 49.3, excusez-moi, mais là, c'est eux qui veulent faire des compromis avec personne parce qu'ils s'accrochent au pouvoir et qu'ils n'acceptent pas que les électrices et les électeurs, ce qu'ils demandent, c'est un changement de politique et donc aussi de revenir sur un certain nombre de mauvaises mesures qu'Emmanuel Macron a mises en place depuis 2017. Emmanuel Macron, il veut bien que d'autres gouvernent, mais pour faire la même chose que lui. C'est pas ça la démocratie. Et c'est pour ça que je le dis là aussi tranquillement, mais quand j'entends ces derniers jours des voix à gauche dire « Bon, il faut aller faire une coalition avec les macronistes pour permettre d'avoir un gouvernement stable. » Mais comment vous pouvez imaginer une coalition qui dispose d'un programme, qui a un programme qui permet de transformer la vie des gens, avec des gens qui n'en veulent pas, qui refusent tout, qui à chaque fois que nous avons voulu proposer, par exemple, de juste mettre à contribution les milliardaires, d'augmenter un petit peu ou de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, d'abroger la réforme des retraites, ils n'en veulent pas, ils sont contre tout. Voire même les macronistes, ils trouvaient quasiment que le budget de Michel Barnier, il était trop à gauche. Ils se battaient pour essayer de supprimer les toutes petites contributions qui étaient demandées aux plus riches dans le budget de Michel Barnier. C'était trop pour eux, ils disaient il n'en faut pas du tout. Je le dis sincèrement, mais c'est une impasse de croire qu'il est possible de faire une forme de compromis avec des gens qui en vérité s'accrochent à leur politique. Et le seul compromis possible serait celui qui consisterait à abandonner le programme sur lequel on a été élu par les électrices et les électeurs. Et on ne peut pas faire ça, parce que quand on défend un programme devant les électrices et les électeurs, on doit rester fidèle au programme qu'on a défendu devant les électrices et les électeurs, y compris après les élections. Le programme, c'est pas fait pour faire joli pendant une élection. Donc je le dis tranquillement et sincèrement, mais la coalition avec les macronistes, ça ne sera jamais avec nous. La coalition avec des gens qui veulent nous demander d'abandonner 90% de notre programme pour venir servir de force d'appoint à la continuité de la politique d'Emmanuel Macron en France, ça ne sera jamais avec nous. On le fera.